plus là. Notre truc aussi qui est intéressant à connaître, ça c'est le travail de Sébastien Rocher, sur le Grenoblois, mais d'autres aussi. Quand on regarde les auteurs, ils ont fait des enquêtes d'auteurs, on a regardé les gens, on dit aux gens de quoi vous êtes rendu coupable. On s'aperçoit que 5% des auteurs sont à peu près responsables de 50% des actes. Donc en gros, on a quand même des délinquants qui sont suractifs. Un voleur de scooter, il ne vole pas un scooter dans sa vie. Qui permettait de dire à un juge des enfants il y a quelques années, monsieur, quand j'ai un jeune dans mon cabinet, j'estime toujours qu'il est récidiviste, même si c'est la première fois. Parce que c'est rare qu'il se fasse prendre la première fois, ou alors vraiment, c'est quel numéro, vraiment il n'a pas de chance. Je dis ça, bon, plaisanterie mise à part, mais c'est quand même important à comprendre parce que ça dépend sur qui on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler sur le primo-délinquant qui passe à l'acte la première fois? Est-ce qu'on veut travailler sur le noyau dur des 5% qui commettent 50%? Et ça, c'est pas les mêmes. Et ça ne s'approche pas avec les mêmes outils, si vous voulez. Et là aussi, il ne faut pas être naïf. Hein. Il ne suffit pas d'arriver avec vous voyez, des séjours de ski pour que le noyau dur des 5% arrête de délinquer. Ou éventuellement, ils vont venir avec vous pour avoir une couverture. Mais oui, si vous voulez, je le dis souvent, dans une enceinte comme la vôtre, ça me plaît encore plus. On peut être idéaliste, c'est pas mal. Mais il ne faut pas être naïf. En la matière, je dirais que c'est une faute sur ces questions-là. On peut être idéaliste, on peut penser qu'il va avancer sans délinquance, c'est possible. Donc ça, c'est, voilà, 50% des auteurs, je ne veux pas descendre dans le détail parce que ce serait compliqué, mais vous voyez que par exemple, sur l'ensemble des jeunes, 5%, c'est la colonne de gauche, commettent 95% des trafics. Pour être dans du trafic, il faut avoir du réseau, il faut être approvisionné, il faut être protégé. Donc si vous voulez, si moi je veux faire du trafic à Tesser ce soir, je ne peux pas y arriver. Je ne vais pas tenir. En revanche, je peux éventuellement casser une voiture pour voler ce quelqu'un. Vous voyez, donc c'est pas les mêmes paramètres. C'est pas les mêmes paramètres. Ça me permet de dire ici, vous avez passé un papier, souvent aussi la délinquance n'existe pas avec ce stade-là. C'est-à-dire que les chiffres qui agrègent tous les actes de délinquance sont valables arithmétiquement parlant, mais sont faux sur le plan de la vie. Genre, entre celui qui fait du trafic, celui qui va voler, celui qui va cambrioler, celui qui va violer, celui qui va tuer, tout ça c'est de la délinquance, c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas les mêmes motifs, donc, à mes yeux, ça ne doit pas être les mêmes préventions. On ne prévient pas de la même manière le trafic, ou l'usage d'ailleurs, du bien. Et ça c'est vraiment important. Et je trouve qu'avec cette catégorie de délinquants, je prends souvent cette image-là, c'est comme si on disait, une année en statistique, cette année il y a eu plus de malades que l'année dernière. Ben oui, mais c'est quelle maladie? C'est pas pareil si c'est des rhinites, ou si c'est des ulcères, ou si c'est vous voyez, des maladies cardiovasculaires. Et en délinquance, on fait comme si c'était équivalent. Pour ça, quand on vous dit la délinquance a baissé de 5%, ça ne sert à rien. Enfin, à mes yeux, techniquement, on ne fait rien avec ça. Vous voyez, en revanche, si on vous dit sur tel type de phénomène, là par exemple, les cambriolages explosent. Sur France entière. À mon avis, c'est un peu parti lié avec la crise et avec des réseaux organisés. Bon. Mais on ne va pas lutter de la même manière contre ça que contre les mômes qui montent dans le tram le mercredi après-midi chaud bouillant et qui attendent qu'un contrôle pour montrer à quel point c'est des rebelles. Vous voyez, ça n'a rien à voir en situation. Et donc voilà, il faut faire un peu le prix. Donc les 5%, tout le monde n'est pas délinquant à la même hauteur, etc. Alors, on a aussi, malheureusement, une surreprésentation des mineurs et des jeunes dans les chiffres de la délinquance générale. C'est-à-dire que ce n'est pas abusif de faire une relation, quand on dit délinquance des jeunes. Pourquoi? Pour les raisons que je disais précédemment, parce que c'est très nettement lié à des comportements expérimentaux. Ça peut nous amuser à 20 ans de voler un disque à la FNAC. J'ai rien contre la FNAC. C'est beaucoup moins amusant à 40, si vous voulez. On n'épate beaucoup moins les filles, enfin pour les garçons, en faisant ça, vous voyez, alors qu'à 17 ans, ça peut avoir
on peut escompter, si vous voulez, de gestes comme ça. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je vous mets là, c'est la preuve de ce que j'avance, c'est pas simplement une représentation. Les 13-18 ans représentent en gros 6% de la population métropolitaine. On met en place à côté des DOM, c'est encore une autre logique. 6%. Donc oui, 13-18 ans. Je prends 13 ans parce qu'en dessous de 13 ans, les mineurs ne sont pas poursuivables pénalement. Donc c'est pour ça que je prends cette catégorie-là. Ils représentent 18% des mises en cause. Donc si vous voulez, les mineurs entre 13 et 18 ans sont 3 fois plus souvent mis en cause que le reste de la population. Donc c'est pas pour les raisons que je viens de dire là. Et ils représentent 10% des condamnations prononcées par la justice, les 13-18 ans. Donc vous voyez, il y a bien une surreprésentation des jeunes dans la délinquance. Donc c'est vrai, quand on est policier, on a tendance à avoir beaucoup plus souvent des jeunes que des soixantenaires dans les mises en cause. Évidemment, pas sur les mêmes phénomènes. Alors, se surajoute à ça le fait que c'est parfois quand même plus facile d'attraper quelqu'un de 16 ans ou 17 ans que quelqu'un de 40 ou 45 ans. Vous voyez, on saute dessus, on dit dans votre métier. Non, vous n'êtes pas forcément d'accord. Non, mais allez-y, ils sont malins. Ils sont malins, bah, si vous voulez, c'est la... Mais, bon, il faut aussi vous expliquer Enfin, je trouve que ces chiffres sont intéressants à regarder. Donc, c'est pas non plus une illusion d'associer la jeunesse à la délinquance. Et les 18-24 ans représentent 33% des condamnés. Donc quand vous avez dans un centre de détention une personne sur 3 à moins de 25 ans. Donc je dis souvent, les prisons sont des maisons de jeunes. C'est très surprenant quand on a l'occasion d'aller dans les centres de détention, de voir à quel point c'est des gens jeunes. Et on voit les gens plus âgés qui font la moyenne sont en général des gens qui sont incarcérés pour aujourd'hui des questions de mœurs. Et là, pour le coup, on est sur des 50 ans et plus. Mais vous allez à la prison de Vars, vous êtes surpris, qui y allait souvent, moi aussi, de voir, enfin il y a longtemps, je parle de tous ceux qui ont cette expérience, de voir à quel point c'est des gamins. Ce sont des enfants. Enfin, ils ont moins de 24 ans, c'est des jeunes, quoi, en gros. Et donc, c'est pas non plus, vous voyez, je sais pas, vous voyez, le délinquant absolument durci, ça ne veut pas dire qu'il peut faire cruel, etc. Donc voilà. Je voulais dire ça. Alors, là aussi, rappeler sur ce phénomène qu'on a vu là sur ces 10-15 dernières années, puis c'est beaucoup accéléré sur les 10 dernières années, voire même sur les 5 dernières années, avec la présidence Sarkozy. Je trouve qu'il y a vraiment une contradiction à la situation de la jeunesse, où on la responsabilise pénalement de plus en plus tôt. Rappelez de Mme Dati, qui pensait qu'on pouvait descendre la responsabilité pénale à 12 ans. M. Fillon avait sifflé la fin de la récré, mais quand même, on l'a entendu, le ministre de la Justice en France, il n'y a pas si longtemps, en disant, mais si, on peut pénaliser à 12 ans, après tout, ils sont responsables. Ça renvoie à ce que je disais au début de mon propos. Et donc, on est une société qui responsabilise de plus en plus tôt pénalement, et qui déresponsabilise de plus en plus tard socialement. Pour avoir un emploi aujourd'hui, avant 30 ans, vous êtes en CDD. Pour avoir un appartement, si vous n'avez pas un adulte qui se porte caution, vous n'avez pas un appartement. Donc on voit bien qu'il y a un effet de ciseau, et ça je trouve que c'est vraiment à penser politiquement pour le coup. À mon avis, c'est intenable. On ne peut pas en même temps responsabiliser pénalement quelqu'un qu'on déresponsabilise socialement. Enfin, à mon avis, c'est un des grandes, je ne sais pas comment dire, malheurs, pour employer un mot qui me passe un peu qu'on fait à la jeunesse aujourd'hui. Soit on la responsabilise dans tous les domaines, soit on a l'excuse de déresponsabilisation, mais dans tous les domaines. Et je crois que ce n'est pas dans un registre ou dans l'autre. Ça, à mon avis, c'est une grande erreur conceptuelle, on pourrait dire, sur les politiques de la jeunesse aujourd'hui. Et donc, on a vu cette responsabilité, les peines planchées, etc., qui allait vraiment dans ce sens de la responsabilité le plus tôt possible. Donc voilà sur la délinquance et les jeunes. La délinquance et la famille, donc vous allez voir, alors peut-être pour donner aussi quelques illustrations un peu sociologiques de ça, c'est quel jeune, dans quelle famille. Donc quand on dit jeunes et familles aujourd'hui, 6% des enfants vivent dans une famille recomposée et plus de 16% des enfants vivent dans une famille monoparentale. Je vous dis ça parce que vous voyez le modèle de la famille avec le papa, la maman qui sont géniteurs des 2 enfants, vu le nombre qu'on est ici déjà, je suis sûr statistiquement on est représentatif. Et comme enfant et comme parents. Je dis ça parce que le modèle de il faut responsabiliser les parents,
c'est quand même pas pareil de responsabiliser une mère qui est toute seule avec 3 enfants que de responsabiliser 2 parents qui sont 2 avec 2 enfants. Donc à mon avis, il faut absolument aussi penser ça. On a beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles recomposées. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que ça a des effets sur la délinquance après. Et un troisième facteur, c'est que 25% près d'un logement social sur 4 est occupé par une famille monoparentale. Si je vous dis tout ça, c'est que j'essaie de faire une question que je me suis posée, c'est y a-t-il plus de délinquance dans les quartiers, petites Villeneuve, Tesser, qu'ailleurs? Et si oui, pourquoi? Ben, pour un effet mécanique, c'est que dans les quartiers de cet endroit-là, il y a plus de jeunes et il y a plus de familles exposées, on pourrait dire. Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas non plus génétique, c'est qu'évidemment, vous allez voir, il y a 5 facteurs qu'on détermine, 5 facteurs de risque sur la délinquance dans les familles. C'est alors la dissociation familiale. Pourquoi la dissociation familiale? Parce que ça porte, alors c'est potentiel, hein, c'est pas une science exacte, c'est pas parce que vous êtes séparés, ok. Mais potentiellement, ça, il y a le risque de multiplier les règles. Chez l'un, ça se passe comme ça, chez l'autre, ça se passe comme ça. Et les enfants, assez tôt, ont une expérience de la règle différentielle, ce qui dans la vie n'est pas tout à fait bon. Vous voyez, avec un on passe au feu rouge, pas avec l'autre. Non, on ne passe jamais au feu rouge. Enfin, pour prendre des exemples simples. Donc la dissociation familiale, et ça peut aller assez loin hein, quand même sur les comportements. Enfin, je vois moi aujourd'hui, par exemple, très nettement, sociologiquement, je pense à tous ces pères aujourd'hui qui peuvent être profs, qui peuvent être policiers, qui peuvent être ingénieurs, etc., qui le soir, devant la télévision, fument un petit joint pour amortir vous voyez, la dureté de la journée. Non, ça vous amuse, mais je vous assure que c'est absolument fréquent. C'est très très fréquent. Par exemple, c'est un rapport à la règle qui est vous voyez, et l'enfant il peut aller chez la mère, enfin je ne veux pas stigmatiser les rôles, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc la dissociation elle porte ça. En germe, cette idée que c'est un peu, à chaque fois il faut s'adapter au milieu dans lequel on est. Il n'y a pas une règle fixe. Ça c'est un truc très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, les jeunes qui s'en sortent le mieux sont ceux qui savent adapter leur comportement au contexte. C'est-à-dire que c'est celui qui sait ne pas être trop bouffon, vous voyez, qui est bon à l'école mais qui n'est pas un bouffon, qui sait aussi avec les copains être un petit peu délié, qui sait dans la famille être un bon fils ou une bonne fille, mais qui dans le quartier doit être un tout petit peu rebelle quand même s'il veut avoir un tout petit peu de... Et donc, ceux qui ont ce qu'on appelle de la plasticité relationnelle, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est ceux qui sont mono-fonctionnants. Vous voyez, le polar à l'école, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bouffon. Lui, pour draguer, il va souffrir. Hein. Pour avoir des copains, non, c'est vrai, on le voit bien. Il y a des enfants aujourd'hui qui, à l'école, sont stigmatisés parce qu'ils ont de bons résultats. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre aujourd'hui. Et donc ça demande aujourd'hui, d'une certaine manière, chez les jeunes, beaucoup plus de compétences sociales que, par exemple, pour moi, qui ai 57 ans, si vous voulez, en gros, une fois que j'étais adapté dans mon milieu, vous voyez, que ce soit dans la famille, dans le quartier, à l'école, en gros, c'était les mêmes règles. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une famille avec des règles, dans la rue avec une autre règle, au collège avec une autre règle, dans le club de sport avec d'autres règles. Ça demande quand même d'être vachement souple. Il y en a qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Deuxième facteur de risque, la taille de la fratrie. On voit bien quand on regarde les carrières délinquantes qu'on a plus souvent des gens délinquants dans des familles nombreuses. Vous verrez pourquoi, le truc est à la fin. C'est qu'évidemment, une question de supervision, comme je le dis aujourd'hui aux parents. Troisième facteur, c'est si dans la fratrie, il y a déjà eu quelqu'un de délinquant. Parce que c'est un modèle pour l'enfant qui suit. Donc dans ces fameux quartiers, on voit bien, dissociation familiale, taille de la famille, vous voyez le tableau, c'est que s'il y a dans la famille quelqu'un qui a été délinquant, alors, là encore une fois, c'est pas de la causalité, c'est pas parce que, mais c'est quand même très souvent quand il y a eu, on constate. Donc c'est pas une probabilité, mais quand même, on le voit, la relation à l'école, donc je disais, un excellent indicateur aujourd'hui de carrière délinquante, c'est l'échec scolaire ou le décrochage scolaire. Le décrochage plus que l'échec d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le phénomène de décrochage scolaire, ça, si vous voulez, c'est une arme de destruction massive. Hein. Pourquoi?
parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, qui va de manière passager clandestin, il y a des problèmes cognitifs, si vous voulez, il n'apprend pas, et c'est tout bête, hein, mais si vous apprenez 4 x 4, 16, si vous voulez qu'on soit à Grenoble, qu'on soit à Pékin, ou qu'on soit à New York, 4 x 4, ça fait 16 partout, c'est une règle. Vous voyez, donc la règle, ça ordonne le rapport au monde. Mais quand on fait des mathématiques, d'une certaine manière, on fait de l'ordre. Et c'est pareil sur les conjugaisons, etc. Donc il y a des problèmes cognitifs, mais surtout, à mon avis, ce qu'on sous-estime, c'est qu'un jeune qui ne va pas à l'école, il ne bénéficie pas de socialisation scolaire. C'est-à-dire qu'en gros, il ne prend pas l'habitude de rentrer en même temps que les autres, de s'asseoir en même temps que les autres, de lever la main pour parler. Donc ça, c'est pas du cognitif, c'est pas de... mais c'est de la socialisation scolaire. Et vous avez des jeunes aujourd'hui qui, dès l'école primaire, sont en déficit de socialisation scolaire. Et quand on les récupère à 20 ou 25 ans, ben c'est quand même particulièrement difficile de faire, oui, de réinstaurer des règles qui se sont installées au fil du temps. C'est désocialisation scolaire, à mon avis, un effet important. Et donc le dernier point qui est le plus important, c'est la supervision parentale. Donc c'est la capacité des parents, non pas à contrôler, c'est pour ça que j'emploie supervision, donc le mot n'est pas beau, ça vient de l'anglais, mais je ne veux pas dire contrôle familial. Supervision, il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance dans la supervision. Vous voyez, c'est pas simplement je lui mets une torgnole, s'il rentre avec, vous voyez, ça c'est pas une supervision. Donc je dis ça parce que, et on voit bien qu'aujourd'hui dans le monde moderne, avec les gens qui sont dépassés eux-mêmes par leur situation, c'est très difficile de superviser des enfants. Notamment, par exemple, la carrière scolaire des enfants. Dans une famille monoparentale, une mère qui travaille à plein temps avec des horaires décalés, et la beau être bonne, etc. Superviser le travail scolaire de son enfant, superviser ses relations, c'est pas possible si on n'est pas là. Tout à fait simplement. Et donc on voit que la vraie variable, c'est pas la pauvreté, c'est pas le divorce, c'est la capacité à superviser ses enfants. C'est pour ça que le soutien à la parentalité, à mon avis, est un des leviers de prévention de la délinquance. Pas direct, mais vous voyez comment il évite des situations de somptueux. Et donc voilà, la dernière dimension sur la délinquance des jeunes. Donc ça, c'est un travail aussi fait par Sébastien. C'est le seul qu'on ait en France qui nous permet de dire ça. Parce que sinon, on n'a pas le droit d'avoir des statistiques de cet ordre-là. Ils avaient fait une étude pour d'ailleurs une chaîne de télévision qui avait financé ça. Je ne sais plus si c'est RT ou je ne me rappelle plus, mais enfin peu importe. C'est pas une grande. Pour faire une émission de télé. Ils avaient regardé au tribunal de Grenoble tous les mineurs qui avaient été condamnés pour des faits graves entre 1985 et 2000. Je vais noter ici. Donc il y a 325 dossiers au tribunal de Grenoble de jeunes condamnés pour des faits graves. Ils ont pris les dossiers et ils ont regardé les pédigrés. Donc les chiffres que je vous donne là ressortent de cette étude-là. Il y a d'autres chiffres, faites-le sur Internet, je n'ai pas voulu les mettre ici pour ne pas être polémique, notamment sur la dimension ethnique du profil. Je ne veux pas éviter la question, mais disons qu'elle nécessite quand même beaucoup de délicatesse pour donc je ne voudrais pas... Mais quand même, sur la dimension sociale de la délinquance des jeunes, quand on regarde les 325 dossiers des faits graves imputés à des délinquants au tribunal de Grenoble, 60% sont dans des familles frappées par la pauvreté économique. 26% ont des pères inactifs. 2 tiers ont issus d'une fratrie de plus de 4 enfants. 40% ont connu des violences familiales. Quand je dis violence familiale, ce n'est pas la porte qui claque. Hein. Violence familiale, c'est qu'ils ont vu la mère hospitalisée parce qu'elle est tapée par le père ou le fils. Vous voyez, on n'est pas sur du manque de respect, on est sur de la violence où ça saigne, où les pompiers arrivent. Là aussi, il faut se remettre dans les contextes. 20% ont des pères alcooliques, donc il n'y en a qu'un sur 2 qui vivent avec les 2 parents. Donc vous voyez, ce qui veut dire que près d'un sur 2 ne vit pas avec ses 2 parents, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. 11% sont en foyer socio-éducatif. 9% ont un parent décédé, et vous voyez sur la scolarité, 79% ont redoublé, 55% plusieurs fois, et 60% ont fait l'objet de mesures d'exclusion. Donc vous voyez, quand on a un profil, donc vous voyez, c'est pas parce que j'ai redoublé que je vais avoir une carrière délinquante, mais quand on regarde les délinquants, ils ont une carrière, voilà le profil qu'ils ont. Et c'est un profil de damné de la terre quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, si vous voyez, touchons du bois, mais c'est quand même pas n'importe qui
qui portent un fardeau comme ça social. Alors pareil, je ne suis pas du côté de l'excuse en disant mais ça ne tombe pas n'importe où. Ça ne tombe pas n'importe où. Vous devrez le rappeler sur les délinquants. Et j'avance sur le dernier point, et j'en aurai terminé après, sur les lois. Donc vous voyez sur ce fameux tableau, on a eu en France donc une loi, et on a une particularité française, une capacité en 2007, donc 5 mars, c'était avant que M. Sarkozy soit élu président de la République, je le rappelle, il était ministre de l'Intérieur, et donc le 5 mars 2007, le même jour, il y a 2 lois qui sont passées en France, une loi qui s'appelait donc relative à la prévention de la délinquance, et une loi relative à la protection de l'enfance. Et donc ces 2 lois, qui sont promulguées le même jour, modifient en même temps les articles du Code de la famille. Bon, après les lois d'Allo, du Tel des majeurs, c'est d'autres lois qui ont été prononcées le même jour. Mais chacune de ces lois disait, pour la prévention de la délinquance, la tête de file, c'est le maire, la notion de chef de file, et pour la protection de l'enfant, c'est le Conseil général. Mais vous voyez bien qu'avec le profil que j'ai donné avant, c'est très difficile de pouvoir dissocier les deux registres, à mon avis. Donc, en gros, on a depuis 2007 organisé des politiques publiques qui sont parallèles, avec un double débrayage, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À mon avis, pour des raisons du parallélisme, c'est que quand la prévention de la délinquance a besoin d'articuler avec de la protection de l'enfance, les gens de la protection de l'enfance, les gens de la protection de l'enfant, ont quand même des réticences à être instrumentalisés dans des politiques sécuritaires. C'est pas leur métier. C'est comme si vous alliez voir un médecin, en disant donnez-moi le nom de tous les toxicos que vous suivez, le médecin va dire attendez, c'est pas mon boulot. Moi, mon métier, c'est de soigner. Donc, vous voyez, je dis ça, enfin, c'est pas, je caricature pas. Et la loi n'a pas aidé, vous voyez, à mixer les approches. Et là, au contraire, organiser les deux. Et ça, on est encore sur ces brisées-là. Et je dois dire que depuis un an, le mandat du président Hollande ne touche pas à ça. Vous voyez, on reste encore sur 2 organisations qui sont parallèles et qui, à mon avis, sont très dommageables, puisque un gamin, l'acte de délinquance d'un gamin, vous voyez bien, on ne peut pas le dissocier de son environnement, vous voyez, de tout le profil que j'ai donné avant. Et donc, on a depuis au moins mars 2007, pour être plus exact encore, mars 2007 a permis ça parce qu'on avait déjà une conception beaucoup plus ancienne de la prévention de la délinquance qui s'était autonomisée, ce que je disais tout à l'heure, au ministère de l'Intérieur. Je rappelle que, enfin je vous rappelle, j'ai toujours ça, mais je vous l'apprends peut-être, en France, on a un conseil de sécurité intérieure qui existe depuis 1998, pardon. Conseil de sécurité intérieure. La France a une politique de sécurité intérieure depuis 1998. Je vous dis ça parce que jusqu'en 1998, la politique de sécurité en France, elle était aux frontières. Il n'y avait pas d'ennemis intérieurs. Donc on a un conseil de sécurité intérieure qui dit qu'il y a des ennemis à l'intérieur. Le premier conseil de sécurité intérieure qui s'est réuni sous le ministère Jospin, Premier ministre, qu'est-ce qu'il a mis à son ordre du jour, le premier conseil de sécurité intérieure? Les mineurs délinquants. Moi, je ne suis pas bien malin, si vous voulez, mais il me semble que la sécurité intérieure, ce n'est pas forcément les mineurs délinquants qui sont la plus grosse menace. Si je vous dis ça, c'est qu'on a quand même un peu une confusion des registres. Donc à certains moments, vous voyez, on prend l'un pour l'autre. Vous voyez, je crois que c'est ça un des freins. On n'est pas assez précis. Si on avait fait de l'informatique comme ça, j'aurais pas un petit ordinateur qui est... Vous voyez, on aurait toujours des gros... non, on travaille mal sur ces questions. On travaille vraiment avec des gros sabots, vous voyez, sur ces questions-là. Et donc cette loi-là le montre. Alors la loi de prévention de la délinquance 2007, donc, qui est vraiment incarne d'une certaine manière cette montée sécuritaire, dont le président Sarkozy a tiré les marrons du feu, mais c'est pas lui qui a créé ça, il en a tiré les marrons du feu. Franchement, c'est parti depuis le milieu des années 90, et avec une certaine continuité entre Pasqua, Chevènement, et il n'y a pas vraiment de rupture conceptuelle. Je ne suis pas plus malin que les autres, d'ailleurs, c'est très difficile à apporter une rupture conceptuelle là-dedans. Vous voyez, sauf à dire on revient comme avant, mais c'est pas dit. Et donc, cet outil, je veux dire aussi, la loi a créé un certain nombre d'outils. D'ailleurs, depuis 2002 jusqu'à l'année dernière, on a eu 27 lois et textes qui touchaient la prévention de la délinquance. 27. Ce qui montre quand même une certaine impuissance. Vous reconnaîtrez. Donc on voit bien qu'il y a une inflation, ça patine, on surchauffe, mais on ne progresse pas.
Donc si vous voulez, ça occupe le devant de la scène, mais en gros, nos mesures, elles ne changent pas vraiment de nature. Et donc la loi a mis en place le FIPD, qui est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Je vous donne là les chiffres. Donc on a un Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui est la politique publique française en la matière. Ce fonds, depuis 2010, il a 49 millions d'euros en 2010, 51 millions en 2011, vous voyez les chiffres, hein, 56 millions cette année. Donc on a une augmentation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais vous voyez que 60% allait à la vidéo, on est aujourd'hui à 66% qui va à la vidéo. Aujourd'hui, l'argent de la prévention de la délinquance... Non, c'est pas 34. Oui, pardon. 34, ça s'inverse. Donc ça, on voit les faits de la Hollande sur l'affaire. Mais jusqu'à l'année dernière, faire de la prévention de la délinquance en France, l'argent de la prévention de la délinquance allait aux équipements vidéo. C'est une conception de la prévention quand même particulière. Et donc il y a un effet d'aubaine pour les communes, c'est qu'à partir du moment où vous avez un financement national, on est plus porté à faire un investissement qui vous coûte moins, si vous voulez, hein. Et donc là, voilà, ça a créé ça. Donc il y a un débat vraiment qui a été très très virulent dans la campagne présidentielle, voire même avant, qui était de dire qu'il faudrait distinguer les deux enveloppes. On ne devrait mettre dans la prévention de la délinquance que les actions relationnelles, etc., et sortir la vidéo comme une enveloppe à part qui a sa légitimité, mais qu'au moins qu'on ne mélange pas les deux. Donc voilà sur la politique publique. Donc vous voyez que ça reste... alors ça peut vous paraître beaucoup, 50 millions d'euros. Je vous assure qu'en termes de politique publique, c'est rien du tout, hein. Donc ça, c'est l'enveloppe. Donc vous voyez que j'ai commencé mon propos en disant on fait des carrières politiques aujourd'hui avec la sécurité, mais l'argent qu'on met dans la caisse, si vous voulez, on ne va pas bien loin, hein. Pour vous dire, alors peut-être je serai contredit, mais j'ai demandé à un petit département, je ne vais pas le citer, parce que un petit département rural en France, quelle était son enveloppe pour sa politique enfance-famille. La politique enfance-famille d'un petit département rural en France, c'était 110 millions d'euros. Donc vous voyez, la politique publique de prévention de la délinquance en France représente la moitié de la politique enfance-famille d'un conseil général, on va dire, de taille modeste. Donc je ne prends même pas le département du Nord ou le département de la Seine-Saint-Denis. Ce qui veut dire que les moyens qu'on met sont sous-dimensionnés par rapport à on pourrait dire, l'hystérisation du débat. Et à mon avis, c'est ça un de nos problèmes, c'est qu'on parle vite d'une certaine manière. Donc voilà. En plus, je passer rapidement là-dessus, le FIPD avait proposé un certain nombre d'outils, stratégie territoriale de sécurité et de prévention, rappel à l'ordre, enfin des mesures, et on avait fait un travail avec le Conseil national des villes, et on voyait que ces mesures n'étaient pas... les villes ne se saisissaient pas des mesures que le Fonds interministériel de la délinquance préconisait. Donc si vous voulez, ça c'était encore sous le mandat de M. Sarkozy, hein, donc si vous voulez, y compris, je pense une ville comme Bordeaux par exemple, y compris des villes de Braque, je vais arrêter, je vois que je suis un peu long, vous voyez, il n'y a pas qu'une querelle idéologique. On a aussi cette politique de prévention de la délinquance, c'est une politique qui a été repensée du centre, qui n'est pas du tout, pour être dans votre sujet, une politique qui est pensée localement. C'est-à-dire qu'en gros, les orientations sont nationales, le financement est national, et on vous dit, si vous voulez de l'argent à Grenoble, eh ben, il faut faire nos objectifs nationaux, qui est absolument à contresens d'une politique de décentralisation qui a dit, à l'échelon local, vous êtes... et en matière de prévention de la délinquance, on a recentralisé un bruit, ça fait débat, mais ça explique aussi pourquoi, y compris des villes de droite, qui étaient du bord de M. Sarkozy, ne se sont pas saisis des outils, parce qu'elles disaient, mais moi je veux, c'est pas comme ça que je veux faire. Moi, je ne veux pas faire un conseil des droits et des devoirs des familles. J'ai une autre instance, je veux l'appeler comme je veux, vous voyez, je veux la construire comme je veux. Donc, ça c'est important. Il y a un rapport, dans votre intitulé, c'est une affaire municipale. Oui, c'est une affaire municipale, mais l'État, d'une certaine manière, via le ministère de l'Intérieur, il a remis la main dessus. Et là, M. Valls, de ce point de vue-là, il ne change pas la donne, hein. Il laisse l'affaire chez lui, il contrôle, bon, c'est une option politique, hein, on peut en débattre, mais c'est une option qui est clairement donnée. Donc pour conclure, quatre points en matière de prévention de la délinquance, je trouve 4 difficultés qu'on rencontre. La première, c'est que plus on dresse, et la presse
le fait beaucoup, mais tout le monde le fait un peu dans son discours. Oui, la délinquance de plus en plus dure, de plus en plus jeune, etc. Je trouve que ça disqualifie la notion de prévention qui apparaît molle. Vous voyez, c'est que si on dit les délinquants aujourd'hui, c'est des sans-foi-ni-loi, c'est des... en face, on ne met pas des animateurs sociaux, des éducateurs de rue. Vous voyez, on envoie la cavalerie. Et ça, dans les représentations, c'est assez important. Et pour ça, quand vous le disiez tout à l'heure, les jeunes dans les quartiers, c'est pas tous des... Ok, il y a des dealers, mais... Vous voyez, et donc c'est vrai que cette police un peu robocopisée qui arrive dans les quartiers, il y a quand même... vous voyez, alors je prends aussi l'exemple sur la campagne présidentielle précédente, où Madame Royal disait il faut, pour encadrer les jeunes délinquants, des militaires. Ça illustre ça. Et comme si des enseignants, des éducateurs n'avaient pas quelque chose à faire avec les délinquants, ce qui m'avait d'ailleurs permis de faire un article où le titre était meilleur que le contenu, je vous rassure tout de suite. C'était du temps de l'ère des militants au temps des militaires. Dans les années 60, pour s'occuper des délinquants, on mettait plutôt des militants sociaux, des militants politiques, confessionnels, enfin des gens qui avaient des valeurs, c'était ceux-là qu'on mettait devant. Et aujourd'hui, on pense aux militaires, et c'était Madame Royal. Vous voyez, ça aurait été M. Sarkozy, tout le monde lui serait tombé dessus à un raccourci. Et Madame Royal l'a dit, moi ça m'a beaucoup choqué. Que dans une pensée de gauche, approche éducation populaire, on ait cette vision que sur les délinquants, il faudrait mettre absolument que du costaud et du on ne discute pas. Je crois que c'est exactement le contraire. Donc, plus la délinquance paraît dure, plus la prévention paraît molle en face. L'imputabilité, alors c'est un peu savant, les résultats en matière de prévention est hasardeuse. Ce que vous disiez au tout début de vos propos, ça m'amusait. Je vous disais, mon objectif, c'était de prévenir la délinquance. Voilà. Mais M. Griot, on ne fait pas de carrière policière en empêchant les jeunes délinquants. Non, on fait une carrière policière en attrapant des délinquants. C'est comme un médecin. Un médecin, il fait une carrière en soignant des malades. Il ne fait pas une carrière en empêchant les gens d'être malades. Et ça, c'est vraiment important sur l'approche policière. Donc en gros, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une approche ministère de l'Intérieur de la prévention des délinquances. Moi, ça ne me choque pas que le ministère de l'Intérieur ait une approche policière. Ce qui me surprend, c'est qu'on ait donné aux policiers la question de la prévention de la délinquance. Parce que les policiers ne peuvent avoir qu'une approche. Un policier, c'est fait, sauf dans une approche policière, comme vous le disiez, d'empêcher le passage à l'acte. Mais un policier, il est là pour attraper un délinquant. Surtout. Enfin, il y a un peu un débat autour de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'en matière de prévention, une fois qu'on a bien travaillé, il ne se passe rien. Et c'est très difficile de justifier une prévention qui marche bien, c'est pas visible. C'est pas visible. Et donc ça, c'est très contre-productif sur un plan municipal, par exemple. C'est que tout l'argent que vous mettez on ne fait pas une carrière politique avec la prévention de la délinquance. On fait une carrière politique pour de la sécurité. Et ça, c'est un frein à la prévention vraiment très important. Et si je réussis avec un jeune, on pourra toujours dire, mais c'est pas l'éducateur ou le magistrat, c'est qu'il s'est marié, c'est qu'il a rencontré l'amour, c'est qu'il a... Vous voyez, il y a tellement de pluralité de facteurs, il a déménagé, qu'on ne peut pas imputer qu'à un seul geste, qu'à une seule cause, le fait que les trajectoires aient changé. La stigmatisation des comportements, j'y reviens pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser aujourd'hui que parce qu'un jeune à 17 ans ou à 16 ans, il a un tel type de comportement, et bien toute sa vie il est un délinquant. Je proteste contre ça. D'abord, je l'ai prouvé, enfin, on peut le voir, c'est pas les carrières c'est pas les pathologies les plus nocives, les plus bruyantes qui sont les plus nocives. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que dit un autre sociologue d'ailleurs. Et avant, on disait un jeune, il est délinquant parce qu'il a volé un vélo. Vous voyez, et maintenant, aujourd'hui, on dit c'est exactement la même. Il a volé un vélo parce qu'il est délinquant. Vous voyez, on inverse la causalité, comme s'il y avait une nature délinquante. Et donc un môme aujourd'hui qui va soulever les jupes des filles à l'école maternelle, vous voyez, on va tout de suite le juger comme étant un pervers, alors que la perversité à 7 ou 8 ans, c'est pas comme ça que ça se joue, si vous voulez, ça se joue ailleurs. Je dis ça parce qu'on a un peu brouillé les pistes. Hein. Et le dernier qui me semble vraiment le plus important, c'est que je trouve que les passages à l'acte en matière de délinquance dans les quartiers, etc., sont très souvent, pour les jeunes, des passages à l'acte collectifs, et on a des réponses qui sont individuelles. C'est-à-dire que la justice est individualisée, c'est pour ça que les jeunes qui vont casser la figure d'un contrôleur dans le bus, ils vont le faire parce qu'ils sont en groupe. Quand ils sont
dans le cabinet du juge des enfants, et il dit j'ai été entraîné par les autres, ça énerve tout le monde, mais c'est pas faux. Comme on dit dans Camelot, c'est pas faux. Si vous voulez, il y a un phénomène de groupe, et à mon avis, on a un désajustement entre la logique du passage à l'acte, qui a beaucoup à voir avec le groupe de pairs, PIRS, et les réponses qui sont des réponses individuelles, où le jeune ne se reconnaît plus dans son passage à l'acte. Oui, c'est comme le type qui dit c'est parce que j'avais bu. Oui, alors, on boit pour passer à l'acte. Hein. Mais je trouve que ça c'est important aujourd'hui parce qu'à mon avis, on est un peu désajusté entre la manière dont les jeunes vivent leur délinquance et la manière dont on répond. Donc voilà, moi je suis pour la fin, je préconise la fin d'une approche militaire de la prévention de la délinquance des jeunes. L'approche militaire, je dis voilà, on mettrait des drones à la place de relations avec les jeunes. Et je pense que prévenir la délinquance, c'est pas lutter contre les délinquants. C'est deux registres différents. C'est empêcher que, je reviens, je me mets en boucle, c'est empêcher qu'un événement ait lieu. Lutter contre les délinquants, c'est autre chose. C'est une approche, vous voyez, beaucoup plus... et ça, à mon avis, dans un registre conceptuel et politique, il faut clarifier ces questions-là. Voilà, merci de votre attention.